Bonjour à tous et bienvenue dans ce presque live sur MX Réflexion. Comme d'habitude, sur Facebook et YouTube, vous nous retrouvez dans des conditions du direct. Malheureusement, cette semaine, on ne peut pas être en direct à notre heure habituelle de 21h. Donc, on vous le met à 21h, mais ça a été enregistré un petit peu avant, toujours dans les conditions du direct. Et ne vous inquiétez pas, on a récupéré toutes vos questions. Donc, il n'y aura aucun tabou ce soir. On se retrouve en pleine forme, nouvelle semaine, nouveau live. On est en début de semaine, ça nous fait plaisir. Il y en a un d'ailleurs qui a le sourire parce qu'il s'est entraîné tout le week-end. C'est Blaise Abadi. Comment ça va, Blaise? Ça va très très bien. Encore une soirée, on va parler de moto de manière un peu plus générale. D'habitude, on est plus sur la partie tout-terrain, mais là, on va essayer de balayer un peu plus large sur toute la partie moto avec notre invité de marque. Comme chaque semaine, un invité dans notre live ou presque live. Et Nico, avant d'aller plus loin, je te laisse présenter un petit peu notre invité pour ceux qui ne le connaissent pas, bien que c'est un invité très connu ce soir. Ouais, effectivement, mais ceux qui, peut-être les gens ne savaient pas, on va essayer de balayer un petit peu son parcours, il va revenir un petit peu dessus, mais il a fait partie de la FFM depuis 1995, il est rentré en tant que juriste, il a été ensuite directeur des sports en 2001, puis directeur général adjoint en 2008, il est devenu directeur général en 2009 sous la présidence de Jacques Boll, qu'on connaît bien, et directeur en parallèle aussi du circuit Carole, hein. Ça, c'est plus la partie route, on va dire, mais on connaît tous ce circuit Carole en France. Nouveau président de la Fédération française de motocyclisme depuis octobre 2020, c'est Sébastien Poirier. Comment allez-vous, Sébastien? Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, très bien, merci. Heureux de participer à cette émission. Ouais, du coup, j'ai un petit peu énoncé votre parcours. Je vais vous avouer que j'ai dû regarder sur Google un petit peu, je ne le connaissais pas par cœur. Mais comment on devient aujourd'hui président de la Fédération française de motocyclisme? Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vous êtes parti pour en arriver là? Alors, avant d'intégrer la Fédération française de moto, moi j'ai eu la chance d'avoir un oncle qui faisait du motocross et qui, à travers lui, a embarqué toute la famille dans la moto. Et de fil en aiguille, donc la fédération, eh bien, je l'ai connue à travers lui. Et grâce à lui, j'ai pu en effet intégrer la fédération comme stagiaire au sein du service juridique. Durant ma jeunesse, j'ai fréquenté de nombreux circuits de motocross du Grand Ouest de la France, hein, pour assister à des épreuves de motocross et de sidecar notamment, sans jamais participer à de compétitions ni à participer, si vous voulez, à une vie associative de motoclub. Par contre, je suivais en tant que fan l'activité moto et j'ai récupéré de nombreux autographes comme de nombreux fans, hein. J'ai Carl Quiz, Jobé, Malherbe et Vimon. J'ai réussi à récupérer la casquette et les autographes. En tout cas, voilà, moi je suis d'une famille donc de pilotes de motocross et je l'ai accompagné pendant ma tendre enfance sur les circuits durant quelques années. Donc ensuite, j'ai eu la chance d'intégrer la fédération comme juriste. C'était une création de service au sein de la FFM. Donc j'ai été embauché comme premier juriste. Le service est développé, déployé. J'ai eu l'occasion ensuite d'intégrer donc la direction des sports, qui a été vraiment l'occasion pour moi de passer de l'activité juridique lointaine du circuit et de la pratique sportive vers une activité plus proche du terrain, plus proche du règlement sportif, plus proche de la compétition, ce qui me convenait parfaitement. Et puis ensuite, donc, j'ai eu l'occasion et l'opportunité de devenir directeur général et d'être le directeur général du président Jacques Boll. Ensuite, Jacques arrivait en fin de parcours au sein de la FFM, puisque vous savez que les statuts ont été modifiés et qu'un président est limité en nombre de mandats à 3 mandats. J'ai eu une question et un certain nombre d'élus eh bien, sont venus me voir en me disant Sébastien, ça serait intéressant, ça serait bien que tu prennes les suites. Aujourd'hui, il y a des projets à mener et il n'y a que toi qui peux les mener, en tout cas d'après eux. Et de fil en aiguille, mon projet s'est construit et puis donc j'ai fait le choix de quitter la fédération comme directeur général en août de cette année, de l'année dernière, pour me consacrer à ma candidature. J'ai eu l'occasion d'aller rencontrer de nombreux acteurs de la fédération, hein, en tant que président de ligue et puis les présidents de comités départementaux. Et donc je me suis présenté ensuite et j'ai été élu en octobre de cette année. Et à côté de moi, avec moi, j'ai la chance d'avoir une très très belle équipe qui a été renouvelée à 20-25%. Et donc je suis très très heureux de mener aujourd'hui de diriger cette équipe fédérale au sein du comité directeur et au sein des différentes commissions sportives. Et je crois que la Fédération française de moto est une très belle fédération. Et donc, c'est vraiment un honneur pour moi et une fierté que de la présider pour les 4 prochaines années. Est-ce qu'on peut revenir rapidement un petit peu sur les points clés du mandat
que vous établissez avec, on va dire, les difficultés que l'on a, mais les points forts que vous voulez établir sur les années prochaines? Alors, la première chose que moi je tiens à dire, c'est que je m'inscris pleinement dans la continuité de mon prédécesseur et de son équipe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez que la politique de Jacques Boll était concentrée sur les clubs organisateurs. Évidemment qu'il faut poursuivre et qu'il faut absolument positionner le club organisateur au cœur de la démarche fédérale. Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans nos motoclubs, sans nos motoclubs organisateurs, sans les motoclubs qui gèrent un équipement sportif, parce que évidemment que gérer un équipement sportif aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Et donc, ce sont eux qu'il faut en priorité porter, accompagner. Alors, accompagner administrativement, accompagner juridiquement, accompagner aussi financièrement. Et évidemment que c'est une priorité et qu'il faut poursuivre ce travail-là et en ce sens-là. Quand je dis ça, je ne suis pas en train d'opposer le motoclub et le licencié. Évidemment que les deux sont très importants et l'un sans l'autre n'existerait pas et la fédération non plus. Donc il s'agit par contre de reconnaître que les bénévoles et les dirigeants de motoclubs font un travail considérable et nous, fédération, on doit tout faire et tout mettre en œuvre pour qu'ils puissent continuer et progresser dans leur activité. Donc le premier point, le premier axe de continuité, ce sont les clubs. Le deuxième point, évidemment, la sécurisation des circuits, notamment de motocross. Je crois qu'il y a eu un travail considérable qui a été mené ces dernières années avec Olivier Robert et Loïc Léonce pour sécuriser nos équipements sportifs. Et bien évidemment que nous allons continuer cette mission-là, ce travail-là, avec les motoclubs et avec les deux mêmes personnes pour continuer à améliorer les conditions de sécurité des spectateurs. Dans un premier temps, ça a déjà été effectué. Et puis maintenant, de s'attaquer à la sécurité des pilotes à travers des aménagements spécifiques. Troisième point, c'est la sécurisation, enfin pas la sécurisation, je l'ai évoqué, mais c'est la sauvegarde de nos circuits. Donc aujourd'hui, la fédération a entamé une politique de sauvegarde et nous avons une petite quinzaine de circuits rachetés. Évidemment que nous allons continuer ce travail-là, parce qu'à chaque circuit propriété de la fédération, c'est un circuit qui est sauvé et c'est un circuit qui peut se développer sereinement. Donc voilà un petit peu les grands thèmes que nous allons poursuivre évidemment sur cette mandature. Alors moi, dans mon projet fédéral que je porte avec mon équipe, il y a d'autres sujets comme l'école, comme les nouveaux publics. Moi, je crois beaucoup à ce que nous soyons en capacité, y compris sur les circuits de motocross, à accueillir de nouveaux publics. Quand je dis nouveau public, c'est être un club comme un autre, c'est-à-dire que l'on puisse essayer l'équitation, le golf, le tennis et la moto, sans difficulté aucune ou sans trop de difficultés. Et donc évidemment, on est une fédération à matériel, donc c'est plus compliqué de s'essayer à la moto que de s'essayer au foot, puisque en termes de matériel, il faut un investissement. Donc, soit on vous prête du matériel, soit vous avez accès à travers un copain, une famille, etc. Mais il faut quand même qu'on se démocratise. On le voit dans notre environnement, on s'essaie à la moto parce que très généralement, vous avez un ami, un frère, quelqu'un de la famille ou un ami proche qui est dans l'environnement moto et qui vous fait franchir le pas et qui fait en sorte que pour la première fois, bien, il vous accompagne. Donc, l'objectif, c'est que les clubs se positionne dans une capacité beaucoup plus large d'accueillir ces nouveaux publics, les jeunes et les moins jeunes. Et moi, je m'inscris pleinement dans ce public-là. Moi, je fais de la moto au quotidien en tant qu'utilisateur et je roule tous les jours avec une moto. Et je roule aussi accessoirement sur des sites de pratique en vitesse et je fais un petit peu d'enduro. Clairement, il faut que ce public que je représente, on puisse avoir accès très facilement au circuit. Que ça soit démocratisé en termes d'ouverture, qu'il y ait potentiellement une valorisation des clubs qui sont en capacité de prêter du matériel, entre guillemets, qu'on soit en capacité beaucoup plus facilement d'identifier où pratiquer la moto, comment pratiquer la moto, avec quel matériel, est-ce qu'on vous prête ou est-ce qu'on vous prête pas de matériel. Ça, c'est vraiment pour moi un axe très important. Alors, il passe par deux actions fortes. La première est de nature, je dirais, réglementaire. Il faut que l'on revoie complètement la manière dont on gère nos labels. Vous savez qu'on a aujourd'hui un label École française de moto et motoclub éducatif. Moi, je crois qu'il faut qu'on revoie les conditions d'attribution de ces deux labels pour faire en sorte que l'on puisse mieux communiquer, mieux valoriser le travail de ces motoclubs et mieux
accompagner les personnes qui demain se renseigneront par l'outil informatique, par Internet, par les réseaux sociaux. Et donc, il faut vraiment qu'on facilite les choses et que la fédération dépoussière un petit peu ce label et le valorise. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est évidemment communiquer à travers ce label. C'est pour ça que durant cette mandature, alors j'espère le plus tôt possible, eh bien, nous aurons un site dédié grand public qui permettra de pouvoir référencer le maximum d'offres en termes de structure que nous proposons aujourd'hui à travers tout le territoire français pour faire en sorte que l'on puisse très facilement, à l'image de l'ESF par exemple, qui est un site extrêmement bien fait, et qu'on puisse très facilement savoir où est-ce qu'on peut découvrir la moto lorsqu'on n'a pas de moto, par exemple, mais savoir que lorsqu'on est en vacances dans le Tarn, eh bien peut-être que pas très loin, il y a un centre permanent de moto, et donc que ça soit référencé à travers un outil que l'on mettra à disposition de nos clubs. Donc voilà un petit peu sur les grandes lignes du projet par rapport au public. Et puis l'autre point, c'est évidemment le haut niveau, parce que je considère qu'il est très important pour une fédération d'avoir des champions de très haut niveau. Ce sont eux qui représentent la vitrine de notre sport, la vitrine de la Fédération française de moto et également la vitrine de notre pays. Donc, on l'a vu cette année avec un Tom Vial. Eh bien, c'est très important pour une discipline, pour une fédération d'avoir des champions du monde. Donc, il est aussi fondamental pour nous, fédération, de toujours investir sur le haut niveau pour être certain que demain, on puisse avoir des champions qui représenteront, j'espère en nombre, la FFM et la moto. Si on revient un petit peu sur les labels, vous en avez un petit peu parlé. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Si, il y a plusieurs paliers pour le label. Je sais qu'il y a des sites d'excellence sportive, je crois. C'est un sujet que je ne maîtrise pas du tout, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer comment un club peut devenir labellisé? Alors aujourd'hui, il y a deux types de labels. Il y a le motoclub éducatif et l'école française de motocyclisme. Le site d'excellence sportive, c'est encore autre chose parce que c'est une structure qui intègre la performance de haut niveau et donc c'est pas vraiment un label. Enfin, c'est pas, il intègre la convention qu'on passe avec l'État comme étant un élément clé de la progression de nos champions. Aujourd'hui, on a quelques sites, mais c'est vraiment sur une approche très très haut niveau. Le motoclub éducatif, c'est fonction généralement du niveau de l'éducateur qui encadre la structure. Est-ce qu'il est professionnel rémunéré ou est-ce qu'il est amateur? Est-ce qu'il y a une fréquence? Est-ce qu'il y a du matériel? Est-ce qu'il y a du bâti qui permettent d'accueillir les pilotes pour des douches, pour la restauration, pour des salles de classe, etc. Donc la différenciation entre l'école et le motoclub éducatif se fait à ce niveau-là. Donc on a deux types aujourd'hui de labellisation. Ça représente environ une centaine de structures qui aujourd'hui sont référencées chez nous. Et moi, ce qui m'intéresse, ce sont toutes celles qui ne sont pas référencées chez nous, qui devraient l'être référencées chez nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des clubs, il y a des structures qui font un travail considérable d'accueil et qui ont une appétence particulière pour l'accueil de nouveaux publics et qui ne sont pas référencés au sein de la FFM. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte de leur offrir des conditions de labellisation suffisamment larges, suffisamment à leur écoute, pour qu'au final, eh bien, on puisse avoir un site internet ou qu'on puisse avoir des documents qui référencent les 150, les 200 écoles moto françaises où on peut découvrir en toute sécurité la pratique du deux roues. Moi, ce qui m'importe le plus, si vous voulez, j'ai l'exemple d'un ami qui était directeur général d'une très grosse fédération sportive. Et un jour, il m'a dit, écoute, moi, j'aurais que mon fils découvre la moto, est-ce que tu peux me conseiller, etc. Donc, je le renvoie auprès de la Ligue. La Ligue le renseigne ce père qui venait d'acheter une moto pour son fils de 17 ans. Et il se retrouve sur un circuit de motocross qui était le seul ouvert le mercredi après-midi, le moment où lui voulait rouler. Et au final, ça a été très déceptif pour ce jeune-là parce qu'il s'est retrouvé sur un terrain de motocross qui était typé très très haut niveau, et donc il s'est fait peur, il s'est même fait mal d'ailleurs quelques semaines plus tard, parce qu'il s'est fait mal, il s'est cassé une clavicule, et au final, si vous voulez, on est dans le déceptif. Donc moi je crois qu'on a intérêt tous ensemble à construire et à faire en sorte que lorsque on découvre la moto, on soit dirigé vers des structures, vers des circuits qui sont spécifiquement adaptés, qui sont dans une logique de progression, dans une logique de formation. Et je crois sincèrement que il faut qu'on mette en place de la formation, des paliers pour faire en sorte qu'il y ait, qu'on envoie, qu'on dirige les nouveaux pilotes, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, vers les bons clubs, vers les bons terrains,
des terrains qui sont adaptés à leur niveau. Donc c'est ça le sens du projet de labellisation, du projet de formation éducative, c'est de faire en sorte que lorsqu'on essaie la première fois la moto, eh bien on le fasse dans un cadre sécurisé et que ça soit pas déceptif. C'est ça l'objectif premier. D'accord, en fait, si je reviens un petit peu sur les labellisations, le fait qu'un pilote amateur puisse aller sur un circuit, comment le pilote amateur peut se dire ce circuit sera adapté à mon niveau et celui-là non. Juste, j'ai en tête un petit peu ce qui se fait en ski avec les pistes noires, rouge, bleu, etc. Est-ce que ça peut être imaginé en motocross? Mais c'est exactement ça l'idée. Parce qu'évidemment, on le connaît en ski, on le connaît aussi en VTT, on le connaît un peu partout, en fin de compte, des codes couleurs. Alors, c'est un peu plus compliqué chez nous, parce que malgré tout, pour en avoir discuté avec les experts, notamment que sont Olivier Robert et Loïc Léonce, ils me disent à juste titre, un circuit peut parfaitement être adapté pour une 450 et pas du tout pour un 65 ou 85. Donc, les choses sont un peu plus fines que ça. En ski, je dirais, on sait skier, on peut aller sur une piste noire à 10 ans et à 20 ans ou à 30 ans. En moto, il y a quand même des motos qui permettent de compenser certaines faiblesses techniques. Donc l'idée, c'est de faire en sorte, en effet, de les hiérarchiser, d'être au plus fin de tout cela. Et donc Olivier et Loïc déjà référencent avec des codes couleurs les différents circuits pour savoir si oui ou non tel circuit est dangereux ou en tout cas nécessite un niveau technique. Donc l'objectif à moyen terme, c'est en effet de pouvoir identifier plus facilement le niveau technique d'un circuit et surtout encore une fois ce qu'il faut c'est ne pas envoyer sur des circuits des jeunes ou des débutants alors même qu'ils n'ont pas le niveau pour le faire, voilà. Ou en tout cas si on le fait, il faut éventuellement aménager des plages horaires pour les débutants. Il faut surtout pas que leur premier tour de roue sur un circuit de motocross eh bien soit au final synonyme de danger, de peur et ce sentiment de se dire j'ai pas ma place parce que le niveau est trop dur et parce qu'en fin de compte les pilotes ont un tel niveau de technique que je me sens pas du tout capable de continuer. Non, il faut vraiment qu'on les fasse progresser, qu'ils soient dans des structures, encore une fois, qui sont adaptées à leur niveau et à leur envie de progresser, et puis qu'on les conseille mieux, qu'on les renseigne mieux, parce que je pense que le motocross mérite tous les publics et tous les niveaux de pratique. Il faut juste qu'ils aillent sur les bons circuits qui correspondent à leur niveau technique à un instant T. Juste, j'avais une question, excuse-moi Nicolas. Une question par rapport à la part des licenciés que représente motocross, enduro, en fait, la part tout-terrain par rapport à la part route. Nous sommes assez concentrés sur la partie tout-terrain. On n'a pas d'ordre de grandeur en fait de ce que représente la partie tout-terrain par rapport à la partie route en termes de licenciés. Est-ce que vous auriez une proportion approximative? Oui, alors bon, écoutez, je pense que le cœur de la Fédération française de moto est constitué par des licenciés tout-terrain à 70, 80%, 70, 75%, tout dépend quel est le spectre de licences que l'on prend. Si on ne prend que les licences ou si on intègre également les titres de participation. Si on intègre les titres de participation comme le pass circuit, là la part est un peu plus faible parce que quasiment à 80%, les passes circuits sont délivrés dans le cadre de la discipline vitesse. Donc on voit que ça vient minorer la part tout-terrain. Mais alors si on ne raisonne que en licence annuelle FFM, là la part du tout-terrain, donc constituée par le motocross et l'enduro, est proche des 70-75%. D'accord. On avait pas mal de questions par rapport à ce pass circuit, justement, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas. On s'en a aperçu, on gère, nous, des réseaux sociaux pour des clubs. Et on a beaucoup de demandes sur cette fameuse licence à la journée, pass circuit. Et il y a des étrangers aussi qui nous contactent et qui nous demandent est-ce qu'on peut venir rouler en France sans avoir forcément une licence à l'année? Oui, alors là, le pass circuit est un produit qui permet à ce que lorsque vous êtes deux copains sur un terrain de cross et que vous vous entraînez, il y en a un qui est licencié, et bien potentiellement, si votre ami souhaite découvrir la moto pendant 1 heure ou 2 heures, etc., de pouvoir en fin d'après-midi s'essayer en toute sécurité avec un type de participation qui l'assure, qui le couvre comme un licencié. Et donc, ce produit a été mis en place il y a maintenant 4-5 années. Il est en train vraiment de se déployer pleinement, notamment en motocross. Et donc, il permet, si vous voulez, d'être certain que le pilote sera parfaitement assuré puisqu'il aura les mêmes garanties que le licencié. Alors, la démarche, elle est en 2 temps. Le premier temps, le motoclub doit obtenir
l'accord de la fédération sur le déploiement et le fait qu'il puisse documenter son calendrier sur le site de gestion des passes circuits, parce qu'on veut être certain que le club a bien compris comment ça fonctionnait. Il y a une pédagogie aussi sur à quoi sert le pass-circuit, comment est-ce qu'on le complète. Donc il y a un moment de formation qui est porté par la fédération au moment où le club nous contacte pour récupérer ses codes. C'est, je dirais, à la création du compte. Une fois que le club a son compte, c'est lui qui détermine quelles sont les journées où des pilotes pourront souscrire des passes-circuits. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement imaginer si le motoclub estime ne vendre des passes-circuits qu'une fois par mois ou 2 fois par mois, eh bien c'est à lui de définir la périodicité et la récurrence des entraînements ouverts à des titulaires de passe-circuit. Parce qu'on peut en effet considérer généralement que ce sont généralement des pilotes qui débutent ou quelquefois des pilotes qui roulent occasionnellement. Et donc c'est pour ça qu'on a offert cette possibilité au motoclub de scinder leur activité et de pouvoir, selon leurs propres critères de fonctionnement en termes d'entraînement, eh bien de n'autoriser qu'occasionnellement ou tout le temps s'ils le souhaitent, la possibilité de vendre des passe-circuits. Donc le passe-circuit, c'est un produit qui permet de rouler, d'être assuré sans avoir les contraintes entre guillemets de la prise de licence, puisque pour la première fois il n'y a pas de certificat médical et il n'y a pas d'adhésion au club particulièrement. Donc on est vraiment sur un produit qui est là pour rendre un service au motoclub afin d'être certain que tous les pilotes qui souhaitent rouler sur leur circuit eh bien, puissent être assurés. D'accord. On avait pas mal de questions sur la gestion des licences en 2020, 2021. Il y a eu la crise du Covid, il y a eu certains pilotes. On parlait au passé. Ah oui, c'est vrai, parce que c'est vrai qu'on y est encore. C'est pas faux. Et il y a pas mal de pilotes en fait qui se disent qu'il y a beaucoup d'actions qui sont faites pour les clubs et beaucoup moins qui sont faites pour les pilotes. Qu'est-ce que la FFM a prévu de prévoir, ou est-ce qu'il y a des choses qui ont été prévues pour cette année 2021, vu que ça continue? Écoutez, dans tous les cas, vous savez, moi, j'ai été élu donc, au mois d'octobre, et l'une des premières décisions que nous avons été amenés à prendre, c'était de savoir exactement ce que l'on faisait par rapport à la tarification 2021, compte tenu de la situation sanitaire. Alors, 2020 était une année évidemment hors norme. Je pense qu'il y a un an, jour pour jour, si on s'était appelé, je vous aurais dit que la saison allait être magnifique, qu'on avait un calendrier de rêve, qu'on avait des pilotes de haut niveau qui allaient exploser en 2020, qu'on était sur une tendance en termes de nombre de licences qui était vraiment exceptionnelle par rapport aux années passées, et qu'on avait vraiment tout pour vivre une magnifique année. Et puis, une semaine après, on s'est retrouvé du jour au lendemain à la fédération, comme partout ailleurs, confiné, plus une seule licence, un calendrier qui partait en lambeaux, des épreuves de championnat du monde qui étaient annulées les unes derrière les autres, etc., etc. Enfin, ça a été vraiment un choc pour tout le monde. Et évidemment, on a tout de suite eu des licenciés qui nous ont contactés par mail en disant voilà, écoutez, moi je viens de prendre une licence NCO, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que je peux en faire, complètement désemparé. Je comprends et nous comprenons parfaitement cette situation. Je peux vous assurer que c'est évidemment terrible de savoir que nous étions dans cette situation-là. Ceci étant, et je tiens à clairement l'indiquer, nous sommes tous victimes de ce virus qui est venu impacter considérablement nos vies et qui évidemment nous coûte de l'argent individuellement, parce qu'on a tous eu un impact financier, une conséquence financière sur nos loisirs principalement, parce que ce sont eux qui ont été en premier lieu impactés. Donc, on a réussi quand même en 2020, et je tiens à le préciser parce qu'il faut quand même le rappeler, à sauver de nombreux championnats de France, notamment en vitesse, quasiment les championnats de France, tous les championnats de France de vitesse ont été sauvés. On a réussi à sauver le championnat de France Élite, on a réussi à sauver le championnat de France Enduro, même si, évidemment, l'intégralité du calendrier n'avait pas pu être réalisée. Il y a malheureusement des championnats qui ont été annulés. Je pense au Miniver, je pense au rallye routier, je pense au championnat national aussi qui a été annulé, je crois de mémoire, où il n'y a plus de seule épreuve. Évidemment que ce n'est pas satisfaisant. Donc, lorsque nous sommes positionnés, que nous avons étudié cette question, nous avons fait le choix, encore une fois, d'accompagner, de décider, de mettre en place un plan d'accompagnement à hauteur d'1 million d'euros pour nos motoclubs.
La priorité des priorités, c'est de faire en sorte qu'en 2021, il y ait des épreuves. C'est le choix que nous avons fait parce que des licences à moitié prix sans épreuve, ça n'a pas de sens. C'était toujours des licences trop chères, notamment les NCO. Donc l'objectif prioritaire aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, c'est de tout mettre en œuvre pour que nos clubs puissent organiser afin que nos pilotes puissent rouler. Donc on a développé un plan d'accompagnement d'1 million d'euros cet hiver pour que les clubs puissent en bénéficier. Ce plan d'accompagnement, il permettra à nos motoclubs de toucher, en plus de l'aide financière de 1 650 €, une aide de 850 € par an pour tous les clubs qui organiseront une compétition, c'est-à-dire que les clubs qui vont organiser une compétition toucheront donc 2 500 € de la fédération, pour vraiment les aider à organiser, à déposer une date, à travailler en toute sérénité, à faire les investissements nécessaires pour gérer la Covid-19, à acheter du gel, à acheter des masques, éventuellement à se protéger. Et donc la fédération financera ce point-là. On a maintenu un fonds exceptionnel dédié à la Covid-19 en cas d'annulation exceptionnelle d'une épreuve. Je m'explique, l'an passé, on a eu le cas de figure de 2-3 manifestations comptant pour un championnat de France ou un championnat de Ligue qui ont été annulées la veille pour le lendemain. Eh bien, la fédération a pris en charge l'intégralité des frais engagés par le motoclub. Donc ça, nous serons en 2021 au rendez-vous de cette... dans la même situation. Donc, on demande aux motoclubs de déposer leur date, auprès de la préfecture, et si par extraordinaire, ils ne pouvaient pas organiser, et si leur épreuve était annulée la veille ou 2 jours avant, eh bien la fédération prendra l'intégralité des frais engagés par les motoclubs. Alors, vous allez me dire, je n'ai pas répondu à votre question par rapport aux pilotes. J'essaie juste de vous dire que le choix qu'on a fait politique, c'est d'aider à ce qu'il y ait des épreuves en 2021. Et je peux vous assurer que c'est pas facile pour nos motoclubs parce qu'aujourd'hui, ils doivent déposer des dossiers pour une épreuve qui doit être organisée au mois de mai ou au mois de juin. Et on est harcelé de coups de téléphone de nos clubs qui nous disent mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que je dois reporter? Est-ce que je dois maintenir ma date? Je peux vous assurer que ce fonds d'1 million d'euros, ça leur permet de sécuriser leur candidature. Alors en parallèle de cela, vis-à-vis des licenciés, la première des choses, c'est qu'évidemment, on n'a pas augmenté la licence. Alors, ça paraît une évidence, mais quand on dit cela, ça veut dire que l'augmentation du coût de la vie, l'augmentation des charges fédérales qui est liée à l'augmentation du coût de la vie, c'est nous, fédération, qui allons 100% le supporter. Mais c'est normal qu'on le fasse, puisque évidemment, je ne me sentais pas d'augmenter de 1% les licences, alors même qu'une partie d'entre eux nous demander le remboursement. Mais je tiens à préciser que ça fait partie d'un élément qu'il faut intégrer. On a évidemment également décidé de la gratuité des frais administratifs en cas de transformation de licence, de la licence entraînement vers la licence compétition. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit que beaucoup de licenciés NCO 2020 ont préféré reprendre une licence entraînement, et je les comprends, en sachant que lorsqu'ils feront leur transformation, eh bien, la transformation de licence sera gratuite. Les frais administratifs, il y aura toujours évidemment le delta entre le prix de la licence NCO et le prix de la licence entraînement réglé, mais il n'y aura pas de frais administratifs qui seront demandés cette année. Ça veut dire aussi que la fédération va prendre en charge tous les frais d'expédition, tous les frais d'édition, etc. Donc il y a un coût pour la fédé. Et puis le troisième point qu'on a développé en direction des pilotes, notamment des pilotes qui ont participé ou qui devaient participer à des championnats de France qui ont été intégralement annulés en 2020, c'est une remise sur l'engagement en 2021. Je pense notamment au rallye routier où on a fait une remise de 70 € sur un engagement dans l'année. Alors évidemment, 70 € quand on a pris une licence NCO, c'est toujours insuffisant. Mais je veux qu'on soit très clair, et puisque vous avez la chance d'être suivi par de nombreux licenciés de la fédération et de nombreux amoureux de la moto, la Fédération française de moto, c'est 20 millions de budget. Sur ces 20 millions de budget, nous avons 13 millions de recettes qui découlent de nos licenciés. Ces licences, elles irriguent toute la moto, toute la fédération. La fédération, ses ligues, ses comités départementaux et ses clubs. Je le redis, je le rappelle, 1 650 € plus 850 €
tous nos clubs organisateurs toucheront cette année cette aide exceptionnelle et ces aides régulières. Donc, l'argent des licenciés, je sais que c'est dur à entendre pour nos licenciés qui ont payé une licence l'an passé, mais l'argent des licenciés est réinvesti dans le fonctionnement fédéral, dans nos clubs, dans nos ligues, pour faire en sorte que nous puissions organiser. Il est réinvesti dans la pratique de notre activité. La fédération, sans moyens, elle ne peut pas accompagner les clubs, elle ne peut pas investir dans un rachat de circuits et elle ne peut pas développer un programme d'assurance qui veille à ce que nos licenciés soient bien assurés en cas d'accident. J'aurais vraiment aimé dire à nos licenciés, ben écoutez, on fait les amis 30-40% de ristourne. Ça aurait été irresponsable de ma part parce que derrière, on aurait amputé tous les moyens financiers de la fédération demain pour ces projets futurs. On ne peut pas, je crois que encore une fois, et je le comprends, et j'en suis le premier déçu, mais je veux vraiment que nos clubs et que nos licenciés comprennent qu'on doit être tous solidaires, on est tous sur le même bateau, on est confronté à une crise monstrueuse qui vient impacter notre quotidien, nos libertés. Notre sport est fantastique, notre sport n'est pas menacé parce que nous avons la chance d'être en plein air, mais on doit, nous, fédérations, concentrer nos moyens sur la priorité, c'est-à-dire nos motoclubs organisateurs, ceux qui ont un équipement, ceux qui ont un circuit, pour que le plus vite possible, ils reprennent l'organisation des compétitions pour que le plus vite possible, on puisse réorganiser des compétitions et que nos licenciés puissent rouler sur des beaux terrains. C'est ça l'objectif. J'espère que les pilotes le comprendront. Je comprends encore une fois la frustration de 2020. Je comprends que payer une licence NCO le 12 mars, alors que tout s'arrête le 13 mars, c'est très dur, je le sais. Je sais aussi qu'on a pu nous s'entraîner en 2020, ce qui n'est pas le cas de tous les sports. Il y a des sports qui sont complètement à l'arrêt depuis maintenant des mois et des mois. Nous, on a quand même pu s'entraîner, y compris en motocross et en enduro. Donc, j'espère que nos licenciés, nos pilotes comprendront. On va passer la crise. C'est pas un sujet. Bon, c'est sûr que là, le sujet des licences, il est avec le Covid-19, il revient vraiment sur le tapis. Mais nous, on est licenciés depuis plus de 20 ans avec Blaise, où on a une licence FM depuis plus de 20 ans. La licence a toujours été trop chère, en fait. C'est ce qu'on entend sur les circuits. C'est l'opinion publique, on va dire. Mais pour comprendre le prix d'une licence, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui rentre là-dedans ? Alors, je peux l'expliquer. D'abord, la licence est toujours trop chère parce qu'elle est perçue comme un impôt. C'est-à-dire que lorsqu'on fait du sport, on a envie de rouler, on a envie de mettre les 300 € dans une belle ligne d'échappement, dans un beau casque, dans un beau machin, mais surtout pas dans quelque chose qui paraît comme ça accessoire. Et en plus, pour financer des choses qui paraissent aussi complètement loin de votre pratique, je dirais, quotidienne. Donc bon. Moi, je peux l'entendre. Alors, on peut expliquer. J'ai un petit peu expliqué à quoi sert la licence. Elle sert, encore une fois, sur les 290 € de votre licence NCO, vous avez déjà environ 46-50 € qui partent au niveau de nos ligues, de nos ligues régionales. 46 €. Ensuite, il y a 5 € par licence NCO qui partent au niveau des comités départementaux. Et puis ensuite, vous avez environ 70 € sur l'NCO qui part à l'assurance. L'assurance, aujourd'hui, c'est pas quelque chose d'abstrait. La prime d'assurance que nous payons pour l'ensemble de nos licenciés, elle avoisine les 3 millions et demi. Donc tout le reste, une fois qu'on a déduit tout ça, eh bien c'est le fonctionnement fédéral. Donc le fonctionnement fédéral, ce sont les déplacements de tous nos officiels sur les épreuves, c'est la formation de nos officiels, c'est évidemment le staff fédéral, puisqu'on est aujourd'hui une petite cinquantaine au sein de la Fédération française de moto, c'est les charges de fonctionnement inhérentes à la gestion de 50 personnes, puisqu'on a un siège fédéral. Voilà, donc je veux dire, c'est toute une série de charges comme une entreprise. La fédération, c'est le haut niveau également, le haut niveau qui est au titre de ce financement. C'est les ligues, c'est l'assurance. Les comptes sont totalement transparents, donc chaque licencié y a accès s'il le souhaite. Aujourd'hui, je peux vous assurer qu'on essaie, nous, en tout cas, on met tout en œuvre pour que l'argent de nos licenciés soit extrêmement bien géré, parce qu'on a parfaitement conscience que ça représente un coût et que c'est en effet toujours trop cher pour un pilote qui souhaite s'amuser au niveau régional. Mais le travail de la fédération, c'est un travail sérieux, c'est un travail de défense également, c'est un travail de défense de ses intérêts.
on n'aurait jamais pu racheter des circuits de motocross si on n'avait pas eu les moyens de nos ambitions et de notre projet politique. Et ce sont les licenciés qui le financent, très clairement, à hauteur de 60, 62%, 65%, puisque je vous dis, c'est 13 millions sur 20 ou 21 millions. Après, on essaie, évidemment, parce qu'on nous dit, écoutez, il n'y a qu'à Faucon récupérer des partenariats, aller sur les grandes chaînes de télé pour récupérer un maximum d'argent, etc. On essaie évidemment de le faire, on essaie évidemment d'être extrêmement professionnel par rapport à cette approche-là, mais à un moment, eh bien, les partenaires, ils sont très difficiles à capter. L'aide de l'État, elle tend plutôt à être réduite par l'État français, et donc on doit être dans un financement du sport qui est en partie financé par les sportifs. Et j'en suis désolé, mais moi, j'ai pas encore trouvé, mes prédécesseurs non plus, la recette miracle qui permet d'avoir une ambition, un projet, et puis un financement qui tomberait du ciel. Voilà. Et pour excuse-moi, je te coupe un petit peu, mais parce qu'on a parlé des épreuves, pas mal d'épreuves annulées en 2020. 2021, il y a un calendrier qui commence à prendre forme avec des épreuves cet été. Est-ce que aujourd'hui, vous êtes assez proche du gouvernement? Est-ce que vous avez des informations concernant la pratique du sport moto en compétition? Est-ce que vous savez vraiment à partir de quand ça sera possible et qu'on n'aura pas d'ennui? Est-ce que vous avez des infos tout simplement? Écoutez, moi j'ai eu la chance de déjeuner récemment, fin janvier, avec 4 autres présidents de fédération, avec la ministre des Sports et son directeur de cabinet adjoint. J'ai eu tout récemment également un contact avec le conseiller sport du Premier ministre. Sincèrement, je crois qu'il faut être très très humble par rapport à cette maladie, à cette crise sanitaire. Aujourd'hui, les variants sont venus considérablement modifier la donne et sont venus complètement perturber toutes les hypothèses qui avaient pu être formulées il y a encore quelques semaines par le gouvernement. Donc, nous, Fédération française de moto, on a la chance, je vous le dis, parce que ce n'est pas le cas de toutes les fédérations, de pouvoir organiser des entraînements parce qu'on est en plein air. C'est déjà, je peux vous l'assurer, déjà un premier point très positif. C'est pas le cas pour le basket, c'est pas le cas pour les sports de combat, ça n'est pas le cas pour le handball. Depuis maintenant quasiment 1 an, tous ces sports sont à l'arrêt. Nous, on a réussi à sortir assez rapidement de notre premier confinement grâce aux entraînements en plein air. Alors, sur la pratique en compétition, j'aimerais bien vous donner quelques informations plus précises, mais moi j'ai bon espoir que avec les vaccins, avec les beaux jours, qu'on puisse réorganiser très prochainement. Je pense qu'on passera par une jauge intermédiaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y aura sûrement, comme en août de l'an passé, une phase de jauge pour monter en gamme en termes de spectateurs. Mais on m'a parlé, moi, d'une date pivot au 1er mai, voilà, pour ne rien vous cacher. Ceci étant, en précisant en même temps qu'à chaque fois que cette personne avait fait un pronostic, à chaque fois elle s'était trompée. Donc je vais considérer qu'elle s'est trompée dans le mauvais sens et que peut-être on pourra organiser à compter du 15 avril. Je ne sais pas, mais sincèrement, moi je pense qu'au jour d'aujourd'hui, avec les vaccins constituent la seule solution envisageable pour qu'on puisse retrouver une vie normale, que ce soit nous dans le milieu sportif ou dans le milieu culturel. Alors, est-ce que ça passera par un pass, par autre chose? Mais dans tous les cas, il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui que d'être dans cette vision positive via le vaccin. Aujourd'hui, nous, ce que l'on défend auprès du gouvernement, c'est qu'on est en plein air, c'est qu'on a un protocole sanitaire qui est de qualité et qui a fait ses preuves en 2020, puisque vous savez que dès le mois d'août 2020, nous avons pu organiser notamment le championnat de France élite. On était à Magesque avec un élite qui était vraiment d'ailleurs fantastique parce qu'on était tous heureux de se retrouver sur une épreuve de motocross et ça a été vraiment un très très beau succès. Donc on s'est organisé avec la Covid-19, c'est tout le message que moi je fais passer en tant que président aux autorités françaises en disant voilà, on sait faire, on l'a démontré, on a un protocole sanitaire qui tient la route, faites-nous confiance et nous on veut sortir de cette interdiction le plus tôt possible.
Aujourd'hui, on est en relation avec le gouvernement pour obtenir une dérogation s'agissant des compétitions à caractère professionnel, puisque vous savez que la seule chose qui aujourd'hui est autorisée, c'est les épreuves ou les sports ou les championnats réservés à des professionnels ou à des sportifs de haut niveau. Nous, on essaie de faire valoir auprès du ministère que nous avons quelques championnats de France qui relèvent d'un statut professionnel et on attend un retour du ministère sur ces questions et sur ces championnats fléchés. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, il faut être optimiste. Les calendriers vont encore sans doute bouger. Mars, ça va être évidemment très compliqué d'organiser, notamment au niveau régional et sûrement au niveau national. Avril, ça le sera aussi également, semble-t-il, puisque le président de la République avait évoqué la date de 4 à 6 semaines. Écoutez, on en saura plus encore dans quelques semaines. Je ne peux vraiment pas vous en dire plus. En tout cas, nous, fédération, on fait feu de tout bois. On est en relation, on met la pression. L'État en est parfaitement conscient. Je pense qu'il y a vraiment une volonté aujourd'hui d'ouvrir. L'absence de sport, l'absence de spectacle, l'absence de liens humains, l'absence de plaisir, de partage, aujourd'hui constitue un manque considérable, crucial. Et je crois que ce lien social, on en a tous besoin. On a tous envie de se retrouver sur un terrain de cross au soleil en train de suivre nos superbes champions. Et il faut tenir encore quelques semaines. Je pense que là-dessus, il faut qu'on ait un discours en responsabilité. Moi, je pense qu'on voit la sortie du tunnel, on voit le bout du tunnel. Il faut être patient encore quelques semaines et puis encore une fois, appliquer des gestes barrières, tenir, veiller à porter le masque régulièrement et puis attendre que l'État nous offre cette possibilité de nous retrouver sur un terrain de cross, même si c'est en mode dégradé dans les premières semaines, tant pis, il faut qu'on puisse organiser des compétitions. Moi, j'avais une question par rapport aux licenciés. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. On a vu que les licenciés représentaient le poumon de la fédération moto, avec le prix des licences et le budget du tarif des licences. Mais moi, j'aimerais savoir, vous qui connaissez très bien la FFM, qui êtes installé dans le sport moto depuis très longtemps, que représente la part des licenciés à l'heure actuelle par rapport à il y a quelques années? Je vous explique pourquoi cette question, parce qu'il y a quelques années, moi, quand je débutais la moto, on avait deux fédérations, la fédération UFOLEP qui était plutôt destinée aux pilotes débutants, aux pilotes qui voulaient commencer la moto à moindre coût. Cette fédération UFOLEP, à l'heure actuelle, elle est un peu amoindrie parce que les coûts ont augmenté. Donc, en tout cas, vers chez nous, dans le sud-ouest, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, on avait l'impression qu'il y avait énormément de pilotes en UFOLEP et que ce réservoir de pilotes, c'est un peu tari, on va dire. Et à l'heure actuelle, que représente du coup la part de pratiquants moto en France par rapport à il y a 15, 20 ans? Est-ce qu'elle a augmenté? Est-ce qu'elle a diminué? Est-ce qu'elle est stable? Est-ce que vous avez des données là-dessus? Oui, j'ai des chiffres par rapport à ça. En 2009, par exemple. En 2009, on était à 47 800 licenciés annuels. Alors là, on parle que de FFM ou de FFM UFOLEP ou la part totale? Moi, je parle que de la FFM. Que de la FFM, d'accord. Aujourd'hui, on était à 47 000 en 2009. Aujourd'hui, on est à 60 000 en 2019. Vous voyez ? Et si on agrège les licences à la journée et les passe-circuits qui n'existaient pas en 2009, on est quasiment à 100 000 titres de participation vendus versus 65 000 en 2009. Donc, la Fédération française de moto a connu une progression importante en termes de nombre de licenciés et de types de participation. S'agissant du FOLEP a connu en effet des difficultés en interne qui découlaient d'ailleurs d'accidents, je crois, et de problématiques d'assurantiel. Donc l'UFOLEP est très régionalisé, voire départementalisé, donc il est difficile de tirer un enseignement national de votre enseignement ou de votre bilan régional, parce que si vous voulez, dans d'autres régions, je sais que l'UFOLEP existe encore. Nous, pour être très clair vis-à-vis de votre émission, nos ennemis, ce ne sont pas les pratiquants UFOLEP. C'est-à-dire que, je veux dire, les ennemis, on en a, ça c'est clair, mais c'est sûrement pas le pilote de motocross qui roule sur un terrain de cross ou le club UFOLEP qui organise des entraînements UFOLEP. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une certaine forme de concurrence, mais je veux dire, nos ennemis, ce ne sont pas ceux qui pratiquent le même sport que nous, ce sont ceux qui veulent la fin de notre sport. D'accord ? Donc, pour être très clair, moi j'ai des relations avec le président de l'UFOLEP.
Nous avons mis en place une convention, d'ailleurs, enfin, quand je dis nous, c'est mon prédécesseur qui a signé une convention avec l'IFOLEP pour faire en sorte que sur des points, sur des sujets, il n'y ait pas de concurrence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de concurrence sur la sécurité. Nos experts, Olivier Robert et Loïc Léonce, visitent tous les circuits IFOLEP pour être certain que la sécurité, eh bien, entre FFM et IFOLEP est de même nature. De la même manière, les formations doivent être harmonisées. Donc, moi, évidemment que mon objectif en tant que président de fédération, c'est de faire en sorte qu'il y ait le maximum de licenciés au sein de la FFM, parce qu'un licencié au sein de la fédération, c'est un licencié qui participe à la vie fédérale et qui participe au financement de nos actions, de nos championnats, de nos acquisitions, de nos projets, de nos aides au club. Donc, moi, plus il y aura d'adhérents et plus il y aura de licenciés, plus on pourra être à la hauteur de nos projets. Donc, mon objectif, c'est d'être meilleur que l'IFOLEP. Je me battrai contre les personnes qui veulent la mort de l'activité moto. Voilà, c'est ça le sujet. Donc, l'activité moto est menacée parce qu'il y a des personnes qui considèrent qu'aujourd'hui, le sport moto est complètement has-been et hors d'époque et ne devrait plus avoir lieu, exister. Donc, il faut que nous, on se fédère, qu'on soit ensemble, qu'on travaille, qu'on valorise ce que l'on fait, qu'on valorise ce que l'on est, qu'on valorise ce que l'on représente, qu'on valorise nos valeurs, qu'on porte nos valeurs. Aujourd'hui, dans un monde dégradé qui est celui du couvre-feu, qui est celui de la liberté entravée, eh bien, je peux vous assurer, la moto, elle a tout son espace, elle a tout son sens, et moi, c'est ce que je vais porter comme valeur. Il faut qu'on soit fiers de ce que nous sommes, fiers de ce que nous représentons, et il faut se battre pour ça, parce que moi, je ne veux pas que des circuits disparaissent, parce que telle personne est contre le bruit, contre la moto. Il faut qu'on se batte contre le bruit, mais aussi il faut qu'on se batte pour ce que l'on est. Et là-dessus, on a besoin d'être ensemble, et ces vrais sujets qu'on doit porter collectivement. On a ce constat, on le fait nous parce qu'on est sur les terrains tous les week-ends et on voit qu'il y a de plus en plus de monde sur les terrains, de plus en plus de licenciés ou au moins des gens qui prennent des passes circuits puisqu'ils sont là sur les entraînements. On a un abonné qui nous a écrit aujourd'hui sur Instagram qui nous disait c'était mieux avant. On dit souvent ça, c'était beaucoup mieux avant. Il était licencié en 2000. Il nous disait qu'avant c'était moins cher et que les gens participaient plus à des courses. Bon, je ne partage pas du tout son avis. Je ne pense pas que ça vienne d'un problème d'argent. On voit des courses qui coûtent cher. Je pense à des courses auxquelles on participe nous, comme le Kenny Festival, qui sont très populaires, qui pourtant ont un droit d'engagement très très haut par rapport à des courses de ligue. Mais voilà, c'est pas ça qui freine les gens à faire des courses. Mais c'est vrai que tous les gens qu'on voit sur les terrains de motocross à l'entraînement, l'hiver, l'été, n'importe quand, tous les week-ends, on les retrouve pas forcément derrière les grilles de départ et on a certains championnats qui ont des grilles vides. Comment vous l'expliquez ? D'abord, tous nos licenciés ont leur place. C'est-à-dire que, en effet, l'évolution ces dernières années conduit à ce qu'il y ait une part considérable de licenciés loisirs qui ne font que des entraînements, ce qui est relativement nouveau. Moi, lorsque j'ai débuté au sein de la fédération en 1995, il y avait très peu de licenciés entraînement. Le cœur de la vie fédérale était constitué de licenciés compétition. Ça rejoint ce que j'ai évoqué tout à l'heure en premier lieu, c'est-à-dire que ces nouveaux publics, ces premières fois, ce public loisir. Et moi, je prends souvent l'exemple d'un pilote qui a participé à sa première Averronaise classique à l'âge de 55 ans. Ce public-là, il a sa place au sein de la fédération. Le public loisir, le public amateur, le public qui débute à 30 ans, à 40 ans, il doit être chez nous. Et en ce sens-là, le public loisir, enfin le licencié entraînement a toute sa place. Alors, je n'ai pas répondu à votre question, mais je vais y répondre. Tout ça pour dire que c'était mieux avant. Oui, c'était mieux avant. C'était mieux avant parce que généralement, vous aviez 10 ans ou 15 ans de moins. Et que tout était peut-être beaucoup plus simple, mais je ne suis pas certain que si on raisonne en euros constants, les choses étaient moins chères avant. Le problème du prix, c'est un faux problème. C'est de savoir ce que vous avez pour l'argent que vous mettez. C'est-à-dire que lorsque vous vous inscrivez, vous vous engagez au Kenny Festival, pour prendre votre exemple, l'engagement, il n'est pas forcément cher par rapport au week-end magnifique qui vous est réservé. C'est-à-dire que vous êtes dans des conditions idéales, vous en avez pour votre argent parce que vous vous retrouvez entre amis, parce que vous vous retrouvez dans un monde qui est le vôtre, parce que vous êtes respecté dans les conditions d'accueil, parce que vous avez le sentiment de partager un instant, et cet instant-là, il vaut bien quelque chose parce que le Kenny Festival, c'est une énorme machine. Donc, est-ce que c'est si cher que ça par rapport au service qui est offert? Je crois que le vrai sujet, c'est quelquefois de demander à des pilotes de payer quelque chose et
un service qui n'est pas à la hauteur de ce quelque chose. C'est ça l'enjeu et c'est le travail de la fédération et ça revient aux licences. Moi, j'assume complètement le prix des licences. 290 € d'NCO, c'est cher, mais je sais que cet argent-là est réinvesti dans le sport, est réinvesti pour le développement. Et qu'entre guillemets, ça fait partie d'un financement global et qu'on ne se moque pas des licenciés. Mais pour la personne qui paie, c'est vrai que vous en voyez peu la couleur parce qu'au final, c'est noyé dans un flux, dans un flot et c'est plus perçu comme des impôts. Ceci étant, c'est à nous peut-être de mieux communiquer sur ce que l'on fait, de mieux communiquer sur ce que l'on fait avec l'argent des licenciés. Mais pour répondre définitivement à votre question, moi, je ne crois pas que le coût de la pratique ait considérablement augmenté. Je ne trouve pas, par exemple, que payer 5, 10, 15 € pour rouler une journée complète sur un terrain de motocross qui est refait tous les 15 jours, ça soit très cher. Si on raisonne par analogie avec d'autres sports, moi il m'arrive d'aller sur des pistes de karting, eh bien je paye beaucoup plus cher pour rouler sur deux codes d'allocation pendant un quart d'heure. Donc oui. Si aujourd'hui on voit que les terrains sont fréquentés parce qu'ils sont aussi bien entretenus, ce qui n'était peut-être pas forcément le cas par le passé. Et pour en venir à la partie compétition, aujourd'hui, est-ce que c'est une volonté de la part de la FFM d'organiser des compétitions? Je pense que oui, pour les clubs, vous demandez aux clubs d'organiser, donc forcément c'est une priorité, mais comment faire pour attirer les pilotes sur les compétitions? Bon, alors d'abord, moi, j'aurais pas de jugement aussi catégorique. Je crois que si on prend votre région en référence, votre région qui est la Nouvelle-Occitanie, enfin l'Occitanie, elle doit absorber cette fusion de deux immenses ligues. Donc, il y a un travail qui est mené, il y a un travail pédagogique pour faire en sorte que, eh bien, on valorise les championnats de zone et éventuellement le grand championnat occitan, d'Occitanie. Et donc, c'est vrai que c'est venu un petit peu perturber les équilibres. Mais écoutez, globalement, moi, j'ai pas le sentiment que lorsque je vais dans les ligues, qu'il y a une paupérisation des grilles de départ. Alors, ça peut arriver, mais c'est pas global. Hein, tout dépend comment. C'est pas global, donc je voudrais pas en tirer de ligne directrice. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'au niveau ligue, les pilotes ont de moins en moins envie de s'engager sur des championnats où il y a beaucoup de déplacements. Ça, c'est une tendance lourde. C'est-à-dire qu'on a envie de rouler près de chez soi, on a envie d'être pas trop loin, de pas partir à 2-3 heures de route matin et soir, ce qui peut s'entendre, ce qui est nouveau. Hein. C'est-à-dire que par le passé, lorsqu'on s'engageait sur un championnat de ligue, eh bien, c'était vraiment un objectif, il y avait vraiment une continuité. Là, on voit que c'est une tendance lourde, c'est une tendance à faire du loisir compétitif. C'est-à-dire que c'est à la marge qu'on s'inscrit en compétition sur toute une série d'épreuves et on s'y engage. On picore un petit peu le sport. C'est une tendance lourde qui n'est pas propre d'ailleurs à la Fédération française de moto. Nous, on le voit également sur des championnats de France. On a fait des bilans statistiques sur certains championnats de France, y compris en vitesse, où on a 15-20% d'engagés qui roulent sur l'intégralité du championnat, hors blessure évidemment. Donc ça veut dire que c'est une tendance qui se manifeste. C'est quelque chose qu'il faut intégrer aussi dans la manière dont on organise les championnats de ligue et les championnats de France. Mais je ne crois pas non que sur l'ensemble du territoire on est moins engagé. En tout cas, c'est pas du tout nous ce qu'on ressent au niveau national. J'avais une question aussi pour le sport moto de haut niveau en France, hein, on va dire championnat de France national, championnat de France élite, pour la partie cross, pareil pour la partie route. Ce qui se fait dans les autres régions, en Espagne, en Italie dernièrement, c'est de retransmettre, de rediffuser en direct les épreuves sur les réseaux sociaux. L'avantage de ça, c'est qu'ils ont à l'heure actuelle la courbe d'audience à l'instant T. Ils peuvent vendre ça aux partenaires d'une manière un peu plus simple que de retransmettre en différé, peut-être à la télé, sur une chaîne câblée qu'on a du mal à avoir. Est-ce que dans les années futures, c'est un projet de la FFM de faire ça ou pas? Alors oui, c'est toujours un projet que de mieux valoriser ou de médiatiser nos championnats de France, parce qu'en plus on a de très beaux championnats de France. Moi, le championnat de France élite est un magnifique championnat. Je veux dire, c'est un week-end de compétition où on a les adultes, les seniors, les champions, et puis nos jeunes pousses que l'on peut voir construire, grandir sur plusieurs années. Donc je trouve évidemment qu'il mériterait évidemment d'être diffusé. Alors, quand vous comparez avec le championnat italien, c'est un championnat international italien.
notamment les 4 épreuves de début de saison. On a plus affaire à un calendrier de pré-GP quasiment, même si cette année c'est un petit peu dégradé, et qu'un championnat italien. D'ailleurs, le championnat italien, il démarre après. Donc, ce sont 2 championnats quelque part qui sont quand même bien distincts. Donc, L'Espagne, par contre, c'est le championnat, ça s'est fait ce week-end justement. Pour la première, c'était le championnat élite espagnol avec un niveau semblable à l'élite français. Tout à fait. C'est pour ça que je ne parlais que de l'élite. Ouais, exactement. Mais le problème, c'est le problème de coût. On le voit bien aujourd'hui, nous, sur le championnat de France élite, on investit beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'on a quand même une société qui fait toute la partie RP pour vendre le championnat élite. On a une équipe au sein de la fédération qui se rend sur tous les championnats pour veiller à la qualité du travail effectué en termes de communication marketing. On a des partenariats sur l'élite, mais au jour d'aujourd'hui qui nous permettent pas de financer clairement la réalisation d'une production suffisamment de qualité. Vous savez, on l'a fait il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait filmé Albi sur un Superbike qui a été diffusé sur l'équipe 21 à l'époque. Et quand on s'engage sur ce projet-là, il faut qu'on y mette vraiment les moyens. Encore une fois, pour ne pas être dans le déceptif. Parce qu'on va comparer. Oui. Les gens s'attendent à la qualité télé, en fait. Exactement, qualité télé, puis nombre de télé, nombre de caméras. Donc, si vous retransmettez un championnat de France Superbike ou un championnat de France Élite avec 5-6 caméras, c'est complètement insuffisant parce qu'on va se comparer au MotoGP, au MXGP, on va se comparer potentiellement à l'Italie qui fait du bon boulot, et parce qu'il y a des partenaires derrière, et donc ça va être dans le déceptif. Donc, on le fera, on l'étudie, on ne se l'interdit pas. Peut-être de commencer sur du one-shot, mais il faudra qu'on soit certain de la qualité du travail réalisé. Si c'est pour être sur 4-5 caméras, ça n'a pas de sens parce que on ne verra rien et on sera pas à la hauteur de l'attente de nos aficionados et des personnes qui regarderaient le championnat de France élite. Donc, si on se l'interdit pas, c'est toujours un problème d'argent. Et on essaie de construire des projets, on essaie de trouver le meilleur angle pour médiatiser, pour valoriser, pour réaliser des émissions et des reportages sur l'élite, parce qu'on pense que c'est un beau championnat, mais aujourd'hui, on n'a pas trouvé le financement pour ce type de retransmission. D'accord. Très bien. Bon, on arrive à l'heure d'émission. On a balayé beaucoup de sujets. C'est vrai qu'on pourrait parler encore une journée entière, mais il nous reste quand même la question du jour. Est-ce qu'on peut passer à ça, Blaise ? Allez, c'est bon. C'est bon, j'ai le droit. C'est bon. Je vais lancer la question du jour. Du coup, cette question du jour, en général, pour vous expliquer, Monsieur Poirier, c'est une question conseil. Alors, c'est une question conseil pilotage, une question conseil comment accéder au poste de mécanicien dans un team. Et bien, aujourd'hui, on va vous demander un conseil. Et ça serait pour un jeune ou un moins jeune qui souhaiterait intégrer une ligue, par exemple, au comité directeur ou peu importe, ou même intégrer un club. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse s'il a envie de faire évoluer notre sport et aller dans le sens de la FFM? Comment faut-il s'y prendre pour rentrer dans une ligue? Alors, la fédération, comme les ligues, comme les motoclubs, ce sont des structures associatives qui n'attendent qu'une seule chose, c'est d'accueillir à bras ouverts toutes les bonnes volontés, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes. Donc, évidemment, la première chose à faire, c'est de se présenter, c'est de faire acte de candidature. Et donc, c'est de s'intéresser à la vie de son club, si c'est un club, s'intéresser à la vie de sa ligue, c'est de la ligue, s'intéresser à la vie fédérale, c'est la fédération. Donc, il y a des appels à candidature, il y a des informations qui sont communiquées. Il faut, encore une fois, je crois que le monde associatif est un monde riche, fantastique, qui ne relève que d'une seule règle, c'est l'investissement bénévole. C'est-à-dire qu'on s'investit bénévolement pour un projet qui peut être très large et très varié dans notre sport. Donc, je crois qu'un jeune qui souhaite s'investir, qu'il aille voir son président de club, qu'il lui fasse part de son souhait de s'investir au sein de son club, et je pense qu'il aura de la place élu. Il aura de la place d'ailleurs pour lui, qu'il soit élu ou pas élu, parce qu'on a vraiment besoin de toutes les bonnes volontés. Et c'est très important également pour un jeune de s'investir, parce que la vie associative est une richesse totalement exceptionnelle. On apprend énormément de choses à travers l'investissement bénévole, on s'enrichit de connaissances à travers l'investissement bénévole. Et lorsque l'on a organisé une course de moto, y compris régionale, je peux vous assurer qu'à la sortie, vous avez appris énormément de choses sur énormément de sujets.
Très bien. D'accord. Ben, merci beaucoup. C'était un excellent conseil. Même si bon, nous, on est bénévoles depuis longtemps avec Blaise, ça permettra un petit peu d'expliquer et de donner envie aux jeunes. En tout cas, merci. Merci pour votre présence. Ça en a fait un petit peu plus d'1 heure. C'était vraiment gentil d'avoir accepté. Et écoutez, on vous dit à très bientôt sur les terrains, on espère, et sur les compétitions surtout. À très bientôt. Et puis évidemment, une pensée pour tous les pilotes qui, à mon avis, rongent leurs freins pour débuter la saison. J'espère comme eux que d'ici quelques semaines, on y verra plus clair. Mais je pense que 2021, il faut être optimiste, positif. Et puis, on aura la chance de se retrouver tous sur un terrain de cross très prochainement. En tout cas, j'espère. Merci Parfait. et à la semaine Merci prochaine beaucoup. pour les autres pour un nouveau live. À bientôt. Merci Plaisir. beaucoup. Au Au revoir. revoir tout le monde.